qui est mort fort jeune, en 1952, à l'âge de 32 ans, d'une leucémie. Et c'est un homme dont la plupart des œuvres ont été publiées de façon posthume par les œuvres de Giorgio Bassani, par les efforts de Giorgio Bassani et de Pier Paolo Pasolini. Donc les deux œuvres que nous avons réunies ce soir sont de tonalités, d'inspiration extrêmement proches. Ce sont des œuvres d'une grande perfection formelle. Maison des autres avait été adaptée d'ailleurs pour le cinéma par Blasetti en 1955 avec Michel Simon et Sylvie. Et il s'agit, comme toujours chez D'Arzo, d'une scène impossible, d'une scène d'impasse absolue dans laquelle deux personnages se répondent et ne peuvent s'entendre car ils butent sur une question qui n'a aucune réponse humaine, sinon le partage de l'espérance ou de la douleur, le partage en tout cas de la question. Dans Maison des autres, ces deux personnages sont d'une part dans un village de l'Apennin toscano-émilien, donc aux alentours de Bobbio à peu près, soit à une centaine de kilomètres au sud de Parme. Ces deux personnages sont d'une part un prêtre d'âge moyen, désenchanté, ayant de toute évidence perdu une grande part de sa foi, et de l'autre, une vieille femme, Zélinda, qui vient s'installer aux franges au bord du village, qui est lavandière, et qui, depuis plusieurs jours, cherche à lui poser une question, d'abord à travers différents prétextes, autour notamment de la possibilité du divorce, alors qu'elle vit seule et d'âge très avancé, ce qui semble au prêtre une question quelque peu étrange. Et puis, il y a quelques jours, je dis quelques jours par rapport au début de la lecture que nous allons entendre maintenant, elle a fait déposer par un enfant une lettre que le prêtre n'a pas encore ouverte et qu'au moment où la lecture va commencer, elle s'apprête à venir reprendre. Et donc c'est toute une suite comme cela d'actes manqués, de lapsus, qui vont aboutir aux trois derniers chapitres, 13, 14 et 15 de cette longue nouvelle, dans laquelle enfin cette question sera formulée. Vous dire donc pour finir que D'Arzo est un auteur encore en cours de traduction en France, que nous espérons bien traduire quasi intégralement, mais dont l'œuvre est marquée par des sauts de qualité et d'intensité extrêmement forts. C'était un homme qui a vécu de manière assez claustrale pendant ses 32 années d'existence, en compagnie de sa mère, qui était cartomancienne, et qui tirait les cartes donc aux marchands de bestiaux qui venaient toutes les fins de semaine au grand marché de Reggio Emilia, sa ville donc qui est comprise entre Modène et Parme. Donc cette ville dans la vallée du Pô, qui est une ville romane, une ville rurale finalement, qui a d'ailleurs assez peu changé depuis, sur la voie émilienne. Et cet auteur était un auteur passionné par la littérature anglo-saxonne contemporaine. Il a été un grand traducteur de Stevenson, il a traduit aussi les Américains. S'est beaucoup intéressé évidemment à Conrad et à James. Son univers se partage un peu entre des œuvres très oniriques d'inspiration anglo-saxonne au tout début, car il a écrit dès l'âge de 13 ans, publié à 14. C'est donc un personnage tout à fait extraordinaire dans un contexte d'extrême pauvreté. Sa mère était totalement analphabète et son père inconnu. Voilà, et l'autre partie de son œuvre, c'est donc essentiellement Maison des autres, dont des extraits vont vous être lus maintenant, puis un moment comme ça qui sera lu intégralement, qui sont deux œuvres subitement apparues comme une sorte de génération spontanée dans cet univers anglo-saxon qui était le sien, des œuvres d'une extrême maturité, presque incroyable de la part d'un être si jeune, et qui ont en Italie un public fervent, mais c'est une œuvre un peu maudite qui périodiquement est redécouverte, puis à nouveau oubliée. Donc maintenant, je m'efface devant la lecture, et pour commencer, donc les trois derniers chapitres de Maison des autres. Ensuite, nous ferons un petit entracte pour laisser aux personnes qui montent à la fin du film de Renoir le temps de nous rejoindre. Il y aura la lecture intégrale d'un moment comme ça. Chapitre 13. Dans la lettre, il y avait écrit que je comprenais très bien ce que vous dites, vous, les prêtres, parce que sinon, malheur. Et qui sait où irait le monde? Ça, je le comprenais toute seule. Mais comme mon cas était un cas spécial, non, ne vous retournez pas. Vous me l'avez promis. Comme mon cas était vraiment spécial, tout à fait différent des autres et que je savais qu'il le serait toujours, et chaque jour qui passe, encore pire, parce que ça, je le sais, vraiment, c'est la seule chose que je sache, vraiment, ne vous retournez pas, s'il vous plaît, continuez à me regarder et à regarder de l'autre côté.
Alors, sans faire de mal à personne, je demandais « Non, non, mais j'imagine déjà ce que vous allez répondre. Sans faire de mal à personne. » Voilà. Dans la lettre, il y avait ça d'écrit. Est-ce que dans un cas spécial, tout à fait différent des autres, sans faire de mal à personne, quelqu'un pourrait avoir la permission de finir un peu plus tôt? Je me retournai sans avoir bien compris. Oui, se tuer, expliqua-t-elle avec une tranquillité d'enfant. Et elle se mit à regarder ses sabots. Tout cela me prit tellement au dépourvu que sur le moment ne me vint aucun mot, aucun. Mais ensuite, non, ce fut différent. Montèrent à mes lèvres des mots, et encore des mots, des recommandations, des conseils, des « pour l'amour de Dieu » et des « qu'est-ce que vous dites ?» des sermons, des pages entières et tout ce que vous voudrez, mais toutes choses comme venues d'un autre, choses anciennes et en outre déjà dites plus de 1000 fois, pas un seul mot venu vraiment de moi, et là, en revanche, il fallait quelque chose de nouveau, de moi, et tout le reste était moins que rien. Voilà, dit-elle, après un moment, je savais que vous feriez comme ça. Et le pire, ce fut qu'elle attendit encore une minute et même davantage. Elle restait là et continuait à espérer. Je savais que vous feriez comme ça, répéta-t-elle d'une voix à peine changée. Je l'ai toujours su, je l'ai dit depuis le premier jour. Zélinda, commençai-je, mais si gauchement que me firent honte tous les mots du monde. Alors, pourquoi avez-vous voulu le savoir? Dit-elle avec un léger ton de reproche. Vous avez voulu le savoir, et maintenant voilà, vous restez là, comme ça. Elle disparut dans sa maison, et je restai là, sur la route d'en haut. Il vous vient de drôles d'idées, parfois. Je regardais autour de moi. La morte saison allait venir. Les brindilles sèches, les moineaux tués par le froid. La nuit, à 6 heures. Les fossés gelés, les vieux qui meurent à la file. Et la Mélide, les coups dans leur linceul, et je les mène au cimetière d'en haut. Et les enfants qui restent toute la saison dans les écuries à se réchauffer au souffle des mulets. Un hiver de 5 ou 6 mois. Et elle, qu'allait-elle faire, la vieille? Je sentais dans mes os l'hiver proche. Je regardais un moment les nuages devenus plus grands qu'un pré, puis me dirigeais vers la cure. Les nuages venaient derrière moi, toujours derrière, comme s'ils savaient quelque chose. Il me vient de drôles d'idées, parfois. Mais dites-moi, que pouvais-je faire d'autre? Chapitre 14. En décembre, chez nous, les sentiers sont durcis par le froid et le bruit d'un pas s'entend presque d'en bas, du fond de la vallée. La tête appuyée contre la fenêtre qui donne sur les montagnes, j'attendais depuis 1 heure et même davantage. Maintenant, l'air commençait à prendre une couleur de neige sale. Et les maisons alentour étaient plus blêmes et plus froides que la pierre. Il n'y avait personne dans les rues. Un enfant à la gorge couverte de guenilles écrasait son nez contre la vitre. Un caillou frappa celle-ci. Alors seulement je me secouai. Les 6 vieilles de Bobbio, m'annonça d'en bas le garçon haletant. Je les ai accompagnées jusqu'à la tourbière. Dans moins d'1 demi-heure, elles seront là.
C'était vrai. En regardant vers la tourbière, juste au milieu du sentier gelé, il me semblait en vérité voir quelque chose de noir. Le garçon monta. Ce n'était pas un enfant prodige. Il ne récitait pas de poème. Ou, que sais-je, de semblable. Mais à sa manière, il devait comprendre quelque chose, car en entrant, il me regarda comme un malade incurable. Il était vraiment mal à l'aise, le garçon. De plus, il avançait sur la pointe des pieds. Nous ne disions mot. Les vitres aussi prenaient une couleur de neige sale. L'enfant à la gorge bandée était toujours là, à la même place qu'auparavant. D'une fenêtre sortit un filet de fumée. « Est-ce que je dois aller m'habiller » demanda le garçon à voix basse. « Pas encore, dis-je. Il est encore trop tôt. » Il resta un instant silencieux. La Mélide l'a déjà peigné et lavé, m'apprit-il avec une certaine retenue. Je regardais dans la rue, toujours en direction de la tourbière du haut. Au milieu de toute cette blancheur et de tout ce froid, avançait quelque chose de noir. À présent, elle doit être en train de coudre le linceul, continua-t-il au bout d'un moment. Il est encore trop tôt, répondis-je avec peine. Et puis, il faut attendre les pleureuses. Elles ont accepté pour 350 livres. Oui, pour 350 livres. Plus manger quelque chose et dormir ici cette nuit. Elles ont fait 7 kilomètres, qu'elles disent. C'est juste. Toute la pièce était maintenant dans une demi-obscurité, et à 2 pas de moi, le garçon n'était qu'une tache sombre. « Je vais chercher la lampe ?» me demanda-t-il. « Ça ne fait rien, laisse. » Nous restâmes silencieux, comme ça, 4 ou 5 minutes. Puis il me fit peine. Et, par-dessus tout, je voulais rester seul. « Bon, je crois que c'est l'heure, maintenant, » dis-je avec une lassitude. « Prépare le surplis, le goupillon et tout le reste. Et puis, va t'habiller. » Le garçon partit sur la pointe des pieds. Mais à la porte, il se retourna. Les 6 vieilles de Bobbio m'ont fait comprendre aussi qu'elles voudraient bien quelque chose de chaud. À présent, on gèle sur les routes, qu'elles disent. Je fis oui de la tête. C'était juste aussi cela. Le garçon s'en alla. Pendant 3 mois, j'étais allé chaque soir au canal. Et chaque soir, je l'avais trouvé là-bas, avec ses guenilles. Sa chèvre fouillait à droite et à gauche. Je m'arrêtais au-dessus de la berge, comme par hasard, et jamais plus d'un instant. Juste le temps pour elle de m'apercevoir, ou de me le montrer. Et puis, retour de nouveau à la cure. Pas une seule fois, en 3 mois, elle n'avait fait le moindre signe, ni simplement levé la tête. Elle était encore là. Voilà tout. Et moi, de la berge, je voyais qu'elle y était. Et le reste ne voulait rien dire. Nous savions très bien tous les deux que nous ne nous parlerions jamais plus, que nous ne nous dirions même pas bonjour en nous rencontrant, mais cela aussi était moins que rien.
Maintenant, c'était fini. Quelque chose était arrivé, une fois, une seule, et maintenant, tout était fini. Pourtant, je n'éprouvais même pas de douleur, ni de remords, de mélancolie ou quoi que ce soit de ce genre. Je sentais seulement en moi un grand vide, comme si désormais plus rien n'avait pu m'arriver. Rien, jusqu'à la fin des siècles. Je faisais les 100 pas dans la pièce où, pour la première fois, elle m'avait si bêtement parlé. Je déplaçais un livre, le déplaçais à nouveau, ou tapais comme ça sur une vitre. Et maintenant, même un enfant aurait pu me conduire par la main. Une absurde vieille, un absurde prêtre, toute une absurde histoire de 4 sous. Un bruit monta de la ruelle. Les 6 vieilles de Bobbio arrivaient à l'instant. Toutes les haies avaient gelé. Les 6 vieilles se réchauffaient en battant des pieds. Un fumet de fumée sortit d'une autre maison. Le garçon monta et frappa à la porte. « Monsieur le curé, m'annonça-t-il sans entrer. Je cours sonner la cloche, à présent, la Mélide a fini. J'arrive, dis-je. Il faisait froid. Décembre et froid chez nous. Et maintenant me voilà. La vieille est morte. La Mélide est morte. Le garçon mène les chèvres dans la montagne. Je n'ai revu qu'une fois le curé de Braino. Il filait vers la vallée et moi je montais vers la route des pâturages. Du nouveau là-haut, à Montelice, m'a-t-il crié d'en bas en riant. J'ai écarté les bras. Rien. Rien de rien. Il avait trop engraissé pour que je puisse le lui dire. Toujours en riant, il a continué à filer. Il avait vraiment engraissé. Ici, en haut, il y a une certaine heure, les ravines et les bois, les sentiers et les pâturages deviennent d'une couleur vieille rouille, puis violette, puis bleue. Dans le soir naissant, les femmes soufflent sur leurs réchauds, penchées au-dessus des marches, et le bruit des clarines de bronze arrive clairement jusqu'au village. Les chèvres se montrent aux portes avec des yeux qui semblent les nôtres. Alors, me vient de plus en plus l'idée qu'il est désormais temps pour moi de préparer mes valises et sans bruit de rentrer à la maison. Je crois même avoir mon billet. Tout cela est plutôt monotone, non ?
Il n'y a pas grand-chose à attendre d'un instituteur. Ça, je le sais comme tout un chacun. Mais dans cette histoire, j'en ai fait vraiment un peu trop. C'était la nuit de la Sainte-Véronique, et tout le monde quittait aires et hameaux pour affluer au village. Il en descendait même des collines, à 4 kilomètres et davantage, par les sentiers, à travers champs. Derrière les buissons, déjà, les enfants commençaient à faire les idiots en effrayant les femmes avec des draps blancs, des courges vides et des lumignons. Au centre du village, entre-temps, des filles et de la musique à foison. Et puis des tirs, des rires et une lune du samedi soir d'une belle couleur cuivre et rose, pas plus grande même qu'un sou. Voilà une belle soirée, pensais-je. Et comme le livre que je tenais à la main était celui de la peste d'Athènes avec de la chair morte à toutes les lignes, je l'ai jeté dans un coin et je me suis mis à la fenêtre qui donne sur le jardin. Et pour finir, j'ai ôté mes lunettes. Ouais, une plaisante soirée. Et si j'avais au moins un costume digne de ce nom et de chaussures juste passables, je courrais moi aussi à la fête avec une fille, voire deux. Et ça durerait jusqu'au matin. Mais c'était des mots et rien d'autre. Parce que mon costume était ce qu'il était, comme les chaussures et tout le reste. Et ça serait toujours comme ça. Une vie de 4 sous. Ainsi, sans même une cravate, j'ai traversé le jardin, presque sur la pointe des pieds, tout comme un voleur de raisin, et j'ai pris la route qui mène au bois et au canal. Voilà tout ce qu'on peut dégoter, disais-je. 2 sous de feu d'artifice et 3 grenouilles par-dessus le marché. Non, il n'y a certes pas de quoi crier au rouleau. Mais il me suffit de ne pas rencontrer Cloanti et ce sera toujours une soirée potable pour moi. Comment ça va? Dit alors Cloanti. Il se tenait là, appuyé contre un vieux frêne, à nettoyer une branche avec un couteau de poche. Dès qu'il me vit, il sortit de l'ombre. Il était clair qu'il devait se trouver là depuis un bon bout de temps, exprès pour moi. Comme un instituteur, dis-je. Question de parler, sans même m'arrêter. Alors ça ne va pas, dit-il en riant, et il vint aussitôt à côté de moi. Nous avons fait une dizaine de pas en silence, et je ressentais déjà une sorte de nausée. Eh bien, il semble que vos voisins veuillent vraiment se payer un beau chahut ce soir, se décida-t-il à dire finalement, cordial et presque effronté. Est-ce qu'une veuve s'est remariée? Personne ne m'a envoyé de dragées, dis-je. Et si j'ai décampé, c'est justement pour ne pas les entendre. Pour n'entendre personne. En ce cas, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Mes voisins, à moi, n'ouvrent pas la bouche. Pour ça, non. Et il rit d'une manière qui était idiote sans l'être. Personne n'y aurait rien compris. Et si vous en voulez un ou deux, je suis prêt à vous les céder au prix de gros. C'était une étrange façon de parler. Je ne pus m'empêcher de lui jeter un regard de biais. Ce Cloanti était un petit homme minable qui avait un champ et une vigne au sommet de la colline. Il ne connaissait personne parce qu'il était venu habiter là depuis peu. Et par-dessus le marché, il ne descendait jamais au village. Il avait trop d'esprit pour un paysan et trop peu pour qui que ce soit d'autre. Avec en plus quelque chose de louche, comme tous les veufs de campagne et de colline, et 2 yeux clairs et bleus qui, chez un enfant, auraient pu être angéliques, mais qui, chez lui, étaient obscènes et rien d'autre.
et un tas de choses qui me faisaient toujours chercher les yeux le coin de la rue dès que je le voyais devant moi. Maintenant, depuis 2 ou 3 jours, 4 jours, il s'était même mis à me faire la cour. Il me disait tout un tas de politesses et de bonjour, ne parlait que d'instruction et de culture, de la façon dont le gouvernement nous traite, et une fois, croyant me faire plaisir, carrément de la patrie. Un filou et rien d'autre, 60 kilos de malice et de bassesse, sans compter la tête. Monsieur l'instituteur, murmura-t-il à un certain moment, indécis. Nous étions arrivés là où la route débouche sur un croisement et commence à monter d'un côté. La lune brillait au-dessus des saules. À 2 pas, dans les roseaux, quelques grenouilles s'étaient mises à chanter. Au loin, tout en bas, les lumières scintillaient, et les bruits, les tirs et la musique arrivaient jusqu'à nous, comme quand passent les trompettes dans la rue et qu'on court fermer les fenêtres. Sur la route, il n'y avait personne. « Monsieur l'instituteur !» répéta Clancy en s'arrêtant sur un ton tout à fait différent. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était des bêtises et rien d'autre. Comme quand on arrête une femme et qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et ça ne vaut pas l'ombre d'un sou. Oh, même pas l'ombre, je sais bien. Vous êtes seul, et moi aussi. En plus, nous venons de loin. Nous sommes des oiseaux rares, nous deux. Et tous les autres nous regardent et ne disent rien pour le moment, mais en attendant, ils sont prêts à nous sauter dessus dès que nous mettrons le bec dans leur assiette. Le préambule n'était que trop bien tourné pour une canaille de son espèce et ne me plut pas du tout. Quand quelqu'un se met à vous parler ainsi, tout ce qui s'ensuit pour vous, c'est un emprunt, une aumône, un abonnement à une encyclopédie ou un traquenard, encore pire. Si c'est comme ça, veillons à garder le bec dans notre assiette, et c'est tout, lui dis-je. Oh, voilà une excellente règle. La règle numéro 1, je sais bien, admit-il, avec une certaine largeur d'esprit. Mais si dans votre assiette il y a déjà quelque chose qui appartient aux autres, si vous voulez bien regarder, monsieur l'instituteur, c'était une de ces boucles de fer que les Allemands portaient à la ceinture. Oh, depuis 3 mois, dis-je, en la regardant à peine, tous les enfants du village en ont une. Ils font les soldats, ils jouent avec. Oui, admit patiemment le petit homme, en reprenant la boucle dans sa main. Et le pire était qu'il semblait tranquillement, honteusement prêt à supporter toutes mes insolences et mes humeurs jusqu'à la fin de ses jours et des miens. D'accord, d'accord, tous les enfants par ici en ont une, et même 2. Ils font les soldats, ils jouent avec, et ils se paient du bon temps. Mais si vous l'aviez trouvé, mettons, à 20 centimètres sous terre, pendant que vous bigniez votre vigne, vous auriez encore envie de jouer avec, monsieur l'instituteur? Âge mis à part, bien sûr. Ce n'est pas ça. Je voulais dire que ce type avec son chapeau melon était... Excusez-moi. Mais si vous l'aviez trouvé, mettons, à 20 centimètres sous terre pendant que vous bigniez votre vigne, vous
Vous auriez encore envie de jouer avec, monsieur l'instituteur? Âge mis à part, bien sûr. Je m'arrêtais presque malgré moi. Et ajoutez-y des morceaux de tissu. Je me taisais. Et un ceinturon de cuir, noir, comme en portaient les brigades chez nous. Je levai la tête vers lui. Oui, dit-il en baissant la sienne, il y a 4 jours, dans mon champ. Il me prit le coude. Monsieur l'instituteur, on y est en 5 minutes. On le voit même d'ici, 100 mètres de route à peine. Je dégageai aussitôt mon coude. Ah non, enfin, n'y songez même pas. Nous n'avons jamais mangé dans la même assiette. Et puis, pourquoi n'allez-vous pas voir le prêtre? Ça, c'est leur rayon. Moi aussi, j'y avais pensé. J'y ai pensé 3 jours et 3 nuits. Et j'étais sur le point d'y aller. Mais maintenant, eux aussi, ils ont changé. Ils sont tous devenus un peu avocats, vous ne trouvez pas? Vous, monsieur l'instituteur, c'est autre chose. Et il se mit à regarder ses chaussures en homme qui a retourné une carte passable, mais qui en a encore de meilleures en main. Je regrette. Je regrette vraiment, Cléanti. Mais essayez de me comprendre, moi aussi, dis-je, en changeant à mon tour de ton. J'ai 24 ans bien sonnés. J'ai étudié un tas de livres. J'y ai même laissé la vue. Et maintenant me voilà. Regardez-moi bien, regardez mes chaussures et mon costume. Et ce qu'il y a dessous est encore pire, croyez-moi. Et dites-vous que ce sera toujours comme ça. Vous voyez, pire qu'un purgatoire. Et quand je pense à tous mes amis d'autrefois, aux vieux rois de la fête, qui aujourd'hui doivent se laisser pousser la barbe quand ils veulent faire un tour le soir, et aux autres, les uns par-ci, les autres par-là, tous autant qu'ils sont, au diable vos vers. Alors bon, je défends mon os. Et je ne songe même pas à demander un sou de plus. C'est une sale histoire que la vôtre, je sais bien. Mais grâce à Dieu, ce n'est pas la mienne. Alors je ferme les yeux et les oreilles en attendant que ça passe. Je regrette. Mais on ne peut rien espérer de plus d'un suppléant de montagne. Ah ben, vous avez bien raison, admis généreusement Cléanti. Si, vous avez raison. J'ai parlé comme un imbécile et je savais que vous me répondriez comme ça. D'autant plus que nous ne nous connaissons même pas et nous sommes un peu comme 2 pensionnaires, nous deux. Et puis l'assiette est à moi, rien qu'à moi. Vous l'avez très bien dit. Oui, bien fait pour moi. Bonne nuit, monsieur l'instituteur. C'est idiot ce que vous dites, Cléanti. Mais attendez un moment. Ils ne vont pas s'enfuir, non? L'histoire des 2 pensionnaires ne veut rien dire du tout, et vous le savez aussi bien que moi. Le problème, c'est que nous vivons une époque bizarre. Et aujourd'hui, même les enfants font le coup de feu. Ça aussi, vous le savez. Ne faites pas la sourde oreille, Cléanti. À présent, je me moque de ma carrière, des filles, d'une maison décente, et de tout ce que vous voudrez. Je veux seulement la paix. Je veux la paix et rien d'autre. Je voudrais être un vieux, je vous dis. Non, vous avez raison. Et je vous comprends très bien, dit le petit homme, en ignorant ignoblement ce que je disais. Comment donc? Je ne vous connais même pas. Je n'ai pas fait d'études. Et à présent, je vous dis tout de go, venez avec moi. Merci beaucoup, messieurs, dames, trop facile. Vraiment, une idée de femme. Oui, l'assiette est à moi, rien qu'à moi. N'en prenez pas. Quand on a une soupe de ce genre, on n'invite pas les gens bien à manger. Heureuse nuit, monsieur l'instituteur. Et il parvint à mettre dans ces mots idiots autant d'humilité indigne et de compréhension que mes mains me démangeaient. Eh bien, si vous le prenez comme ça, heureuse nuit à vous aussi, dis-je, avec rage dans son dos. Ce Rigoletto eut l'audace de se retourner à nouveau. Maintenant, il semblait même noblement indigné. Non, monsieur l'instituteur, pas de ça. Je n'ai pas fait d'études. Et je sais que je n'ai aucune instruction. Mais vous qui avez étudié, vous ne devez pas me parler comme ça. Ça n'est pas digne de vous. Vous savez qu'il ne peut pas y avoir de nuit potable pour moi. Vous le savez très bien. Vous dites, je ne viens pas.
Je me moque de tes affaires. Vous dites, je n'ai jamais mangé dans ton assiette, d'accord. Moi aussi j'ai compris que j'ai parlé un peu comme un idiot. Amen. En plus, merci de la leçon. Mais maintenant, vous vous moquez de moi, monsieur l'instituteur. D'autant plus que je n'ai aucune instruction. Et vous ne devriez pas vous amuser à ça. Bonne nuit. Sur ce, il commença à monter, seul, entre les deux haies de saule, et de rester là, au beau milieu de la route, à regarder ce sac plein de grosses malices et de calculs, d'audace et de misère, qui avait moins de pudeur encore qu'un chat. Après 2, 3 pas, il se retourna. Mais sans rancune, monsieur l'instituteur, me dit-il, comme s'il m'offrait un pourboire. En 2 enjambées, je fus de nouveau à côté de lui. Je lui aurais volontiers arraché les cheveux. Vous voulez savoir, Cloanti, lui dis-je, presque calmement, il y a 10 ans, dans un cirque, j'ai vu un clown haut comme ça, avec un chapeau melon sur la tête, le nez peint en rouge et le derrière blanchi par des coups de pied. Moi aussi, j'ai vu quelque chose de pareil, quand ma femme vivait encore. J'y suis allé plus d'une fois. Et moi, ce qui me plaît, c'est l'homme qui marche sur un fil. Ce n'est pas ça. Je voulais dire que ce type avec son chapeau melon était 10 fois plus digne que vous. Attention au fossé, monsieur l'instituteur, me prévient le petit homme avec appréhension. Dans sa bassesse, il était à sa façon invulnérable. Nous arrivions. Ne pas attirer l'attention, il me fit signe de traverser le buisson tandis qu'il écartait lui-même les branches chargées d'épines avec des prévenances de valets de chambre et même davantage. Puis, une fois dans le champ, il alla dénicher dans un coin un pic, une pioche et 2 bêches qu'il avait déjà préparées et les déposa soigneusement à mes pieds, comme s'il mettait le couvert sur l'herbe. C'est peut-être mon imagination et rien de plus, commença-t-il. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Une fois, pour vous dire, j'ai même trouvé une chaussure. En guise de réponse, je donnai le premier coup de pioche, comme ça, il se mit au travail lui aussi. Nous avons travaillé plus de 3 heures, sans dire un mot, sans même nous regarder, lui d'un côté, moi de l'autre. À chaque coup de bêche, je pensais à son air obscène de veuf, et à moi qui avais été assez bête pour lui parler comme une femme à un prêtre. Et à chaque coup, j'y mettais plus d'énergie et de rage. Je ne sentais même pas mes efforts. Une autre demi-heure passa. « Monsieur l'instituteur, dit-il à un certain moment, je ne me retournais même pas. Puis de nouveau, monsieur l'instituteur. Je n'entendais plus le bruit de la bêche contre la terre. Puis encore, après un long moment, mais regardez, Seigneur. Alors moi aussi, je me suis retourné. Et ce qu'il y avait à voir, je l'ai vu. Oh, une chose facile à dire. Mais si vous aviez été là, nous sommes restés un moment, comme ça, devant le trou, sans dire un mot. Puis, sans hâte ni lenteur, nous étant à peine regardés, nous avons commencé à le reboucher. Ses dents, je fis oui de la tête.
présent pour eux, un endroit doit en valoir un autre. Leur calendrier s'est arrêté. Oui, arrêté au carême. Nous avons continué à jeter la terre. Quand nous avons eu fini, qu'on ne voyait plus les 4 visages, que les mains et les bouts des pieds disparaissaient enfin, les lumières étaient éteintes depuis longtemps, et d'en bas ne venait aucun bruit. Toutes les filles étaient rentrées chez elles en riant depuis un bon moment. Même les grenouilles se taisaient. La lune était juste au-dessus de nous, mais gelée, blafarde et lointaine, comme je ne l'avais jamais vue. Lentement, nous avons ramassé les bêches et le reste. Oui, quelle époque de sauvage, commenta encore Cloanti. Puis, au bout d'un moment, demain, je planterai dessus 3 ou 4 cerisiers. Il faisait froid et je transpirais. J'enfilai ma veste. Peut-être que les saules poussent encore plus vite, pensa-t-il à mi-voix. On ne devrait s'apercevoir de rien, vous ne croyez pas? Comme ça, personne ne saura jamais. Je fis, oui, de la tête. Oh, pour ça, tout redeviendra comme avant, il suffit d'un peu de verre. L'été, tous les soirs, il y en avait qui faisaient l'amour là-haut. Ils reviendront, dis-je, et avec les saules, ils seront encore mieux. La chose lui donna à penser. Il s'approcha de moi. Monsieur l'instituteur, il fait jour. Dans une demi-heure, les charretiers commenceront à se mettre en route. Quelqu'un peut aussi bien passer par ici. Voulez-vous venir vous réchauffer à l'intérieur avec un verre de vin? J'ai haussé les épaules sans même le regarder. Et voilà ma fête de Sainte-Véronique, merci beaucoup, lui dis-je. J'ai traversé en hâte le buisson en m'écorchant le cou et les mains, et le col de la veste relevé, j'ai commencé lentement à descendre. Maintenant, on ne distinguait même plus la lune, auparavant en couleur de zinc. Le long de la route, à chaque pas, des morceaux de papier d'argent, des peaux d'orange sèches et des fleurs piétinées par les talons. Pas une personne, un chien, un crapaud, ni quoi que ce soit de vivant de la colline jusqu'au fond du village. Pas un étourneau dans l'air. Et sur toute chose, la couleur de la pierre. À gauche, au loin, s'élevait une aube couleur de neige sale. L'heure où, au coin des rues et contre les vitres, en même temps que les insectes morts, les bestioles tuées distraitement dans le noir, les balayures et les ordures, on ramasse tout le sombre poids d'infamie, d'indifférence, de fatigue, de désespoir, de compromis et d'oubli d'une journée entière sur la terre. À mi-pente, je dus me retourner. Je dus me retourner, vous dis-je. Hé, Cloanti, criai-je d'en bas, lui faisant un salut du bras. Je ne bois pas. Je ne bois pas. Comprenez? Je ne peux pas accepter votre invitation. Une bière passe encore, mais le vin, je ne peux pas. Merci quand même. Et de fait, il était encore là, immobile derrière le buisson contre le ciel de zinc, comme un pauvre diable inoffensif qu'une armée barbare, après avoir tout détruit alentour, aurait considéré comme indigne même de mourir et condamné à faire l'épouvantail au milieu de ses ruines. À la fin, il sourit. Il fit oui de la tête et agita le bras lui aussi. Si c'est comme ça, je vous trouverai de la bière. Demain, cria-t-il, demain, de la bière allemande, spéciale. Alors à demain, criai-je. Mais rentrez vite, l'air de l'aube est traître. Vous aussi, mettez-vous au lit. Et demain, pas d'école, monsieur l'instituteur. Croyez-en, un idiot. Ah oui, ça il avait compris. Il avait compris, lui aussi. N'y suis pas allé.
3 jours plus tard, quand je l'ai retrouvé à une trentaine de pas, avec son air un peu obscène, je n'ai eu qu'une envie, disparaître de sa vue. Et j'ai enfilé la première ruelle. De même le jour suivant. Et de même aujourd'hui encore. Alors que près de 3 ans, voire davantage, ont passé. Et je crois qu'il en sera toujours ainsi, tant que nous ne nous retrouverons pas de nouveau dans une aube couleur de neige sale, après une fête de village, en amis, témoins d'un monde sans pitié, sans mémoire, ni espérance. Tout ça est plutôt ridicule, non ?